Alors, comment un géant du pétrole peut-il bien préparer un futur sans pétrole? C'est une sacrée question, hein. Et c'est pourtant tout le paradoxe qui est au cœur de la stratégie de Total Energies. Aujourd'hui, on va plonger directement dans leurs documents, dans leurs propres mots, pour essayer de décortiquer ce pari, un pari qui se compte en milliards. Ok, voilà le programme. D'abord, on va regarder leur grande idée, cette fameuse stratégie à deux piliers. Ensuite, on va zoomer sur chaque pilier. D'un côté, les hydrocarbures, le moteur actuel. De l'autre, le bas carbone, leur vision pour demain. Puis, on verra comment ils essayent de faire le pont entre les deux, qui pilote tout ça, et on terminera avec la grande question finale. En fait, tout se résume à ça. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à fournir l'énergie dont le monde a besoin, là, maintenant, tout en s'attaquant aux défis climatiques pour demain? C'est vraiment le dilemme central, et c'est précisément à ça que leur stratégie est censée répondre. Alors, entrons dans le vif du sujet. La stratégie de Total Energies, en gros, elle repose sur une idée assez audacieuse. Pourquoi choisir? Au lieu de mettre les vieilles énergies contre les nouvelles, eh bien, ils ont décidé de tout faire en même temps. C'est ça leur fameuse stratégie des deux piliers. Allez, on attaque avec le premier pilier. C'est celui qui, aujourd'hui, fait tourner la boutique, les hydrocarbures. Et attention, loin de les abandonner, l'idée c'est de s'appuyer sur le pétrole et surtout le gaz pour pouvoir financer tout le reste. Et là, attention, voilà une phrase qui peut surprendre. Alors même qu'on parle partout de sortir des fossiles, eh bien Total Energies annonce, noir sur blanc, vouloir augmenter sa production d'hydrocarbures. Et le moteur de cette croissance, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. Ce plus 3%, ce n'est pas juste un petit chiffre, hein, c'est un vrai objectif stratégique. Ça veut dire très clairement que pour eux, la partie n'est pas finie pour le pétrole, et surtout pas pour le gaz. Le GNL, c'est vraiment la pièce maîtresse de leur plan de croissance. Et cette ambition sur le GNL, elle est planétaire. Il suffit de regarder. Qatar, États-Unis, Oman, Australie, ils mettent le paquet partout pour faire partie du top 3 mondial du secteur. C'est un pari énorme, à la fois énergétique et géostratégique. Mais attention, cette croissance n'est pas faite n'importe comment. La logique, c'est de se concentrer sur les projets les plus rentables et les moins émetteurs, selon leurs propres standards. En gros, l'idée, c'est de produire un baril plus malin, moins cher et avec une empreinte carbone plus faible que la concurrence. Bon, on a vu le premier pilier, maintenant on change complètement de décor et on regarde l'autre facette de la pièce, le futur. Le deuxième pilier, il est tout aussi ambitieux. Il s'agit de devenir un poids lourd de l'électricité bas carbone. On dit souvent « suivez l'argent », n'est-ce pas? Eh bien là, on voit très bien où il va. Une part de plus en plus grosse des investissements est dirigée vers le bas carbone. C'est la preuve par le portefeuille que cette ambition, ce n'est pas juste des mots. Et quand on dit bas carbone, attention, il ne s'agit pas juste de mettre 2 ou 3 panneaux solaires. Non, non. Le portefeuille est super large. Ça va des vieilles raffineries qu'on transforme en usines à biocarburants jusqu'aux milliers de bornes de recharge pour les voitures électriques partout en Europe. C'est vraiment un écosystème complet. Alors comment ça marche concrètement? Un des trucs clés, c'est de vendre cette électricité verte directement aux grosses boîtes, les industriels, avec des contrats sur le long terme. On appelle ça des PPA, c'est plutôt malin en fait. D'un côté, Total Energies s'assure des revenus stables, et de l'autre, elle aide ses clients, comme Saint-Gobain ou Air Liquide, à atteindre leurs propres objectifs écolos. C'est un peu du gagnant-gagnant. Ok, donc on a bien compris, d'un côté plus de gaz et de pétrole, de l'autre plus de solaire et d'éolien. Ça a l'air complètement schizophrène, non? Alors la question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire tenir tout ça ensemble? C'est là qu'intervient leur stratégie pour faire le pont entre ces deux mondes. Le premier élément de ce pont, c'est de commencer par balayer devant sa propre porte. L'idée, c'est de se dire, ok, on continue à produire des hydrocarbures, mais on va le faire le plus proprement possible. Ça passe par réduire massivement les émissions de méthane, rendre les usines plus efficaces et miser sur une technologie bien précise. Le fameux CSC, le captage et le stockage de carbone. C'est vraiment une pièce maîtresse de leur plan à long terme. L'objectif est énorme. Ils veulent pouvoir stocker jusqu'à 10 millions de tonnes de CO2 par an sous terre d'ici 2030, en particulier en mer du Nord. L'autre partie du pont, elle est plus dans les mots, dans la stratégie. C'est de dire que le gaz, ce n'est pas le problème, mais que ça fait partie de la solution. Et pour ça, il s'appuie sur des accords comme celui de la COP28 en le présentant comme un carburant de transition. L'argument, c'est que c'est indispensable pour aider le monde à se débarrasser du charbon, qui lui est beaucoup, beaucoup plus polluant. Ok, mais pour piloter un paquebot pareil, en pleine tempête de la transition énergétique, il faut une sacrée salle des commandes. Alors, qui est aux manettes exactement? Et comment est-ce qu'on s'assure que tout ce beau monde garde le cap?
Eh bien, un premier coup d'œil au conseil d'administration nous donne une piste. On voit une très large majorité d'administrateurs indépendants, beaucoup de diversité. En théorie, la structure est pensée pour qu'il y ait un vrai contre-pouvoir et des débats pour éviter une pensée unique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder les compétences. Près de 80% des membres sont calés sur les questions de climat et de développement durable. Logique et même indispensable si on veut pouvoir juger et piloter une stratégie de transition aussi complexe. Et ça ne s'arrête pas au conseil d'administration. À l'intérieur même de l'entreprise, des structures ont été créées pour ça. Par exemple, il y a une branche OneTech qui centralise toute la recherche sur le bas carbone. Et à côté, on a de gros réseaux d'audit et de conformité pour s'assurer que les règles du jeu sont respectées. Bon, on a vu les deux piliers, le pont entre les deux et qui pilote la manœuvre. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante sans doute. Est-ce que cette stratégie, c'est un équilibre ou une contradiction ? Voilà, on est vraiment au cœur du réacteur. C'est ça, la réalité de Total Energies aujourd'hui. Une entreprise qui a, en quelque sorte, deux moteurs. Le premier, celui des hydrocarbures, qui tourne à fond et qui paie les factures. Et le second, celui du bas carbone, qui est en construction et qui est censé prendre le relais pour le futur. La question finale, elle est là. Est-ce qu'on est en train d'assister à la transformation réelle, sincère, d'un géant du pétrole en une toute nouvelle entreprise d'énergie? Ou est-ce que c'est une diversification hyper pragmatique, une stratégie pour maîtriser toutes les énergies et donc s'assurer de rester un acteur incontournable quoi qu'il arrive? La réponse à cette question, eh bien, elle dessinera probablement une bonne partie de notre avenir énergétique à tous.